Du coup, oui, passons à l'attaque de Miami. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a dit un petit manque de shot-making à 3 points, mais quand même des bonnes choses qui ont été faites. Bon, évidemment, vous avez deviné, il y a du post-up de Jimmy Butler. Hein. Ça reste. Alors, on était peut-être sur 80-85% de réussite plutôt que 95% sur ce match-là. Mais encore une très très belle source d'attaque. Mais non, surtout, je voulais peut-être commencer par montrer quelques ajustements, sans doute, dans la manière dont Bam est utilisé en attaque. C'est vrai que moi, ça commençait un peu à m'énerver la manière un peu trop simpliste dont il était utilisé, surtout que lui n'est pas forcément hyper bon pour faire des jeux au poste bas un peu statiques ou pour prendre beaucoup de tirs à Mm. mi-distance d'isolation un peu statique. Là, j'ai trouvé que on a rajouté quelques petites actions dans le playbook et dans le plan de jeu de ce match-là. Avec là notamment une première action en transition, mais plutôt que de se contenter de prendre le tir à mi-distance comme on a vu dans d'autres cas sur ce genre de situation, là il va jusqu'au panier. Déjà très bien. Ça c'est pas forcément un système, mais c'est de l'agressivité. Hein. On a vu que parfois il remontait la balle sur des 5 out et il s'arrêtait en tête de raquette pour le pull-up face à Jokic. Alors que là il l'attaque dans l'espace, c'est parfait, c'est la faiblesse de Jokic évidemment. Là il remonte le ballon aussi. Est-ce qu'on va attaquer Jokic au poste bas? Non. Petit ajustement, on vient poser un écran. Gabe Vincent vient poser un écran. Et donc ça libère un switch. Ça crée un certain mismatch en tout cas. KCP qui est bien plus petit que Bam Adebayo. Et surtout, on voit que ça marche pas, on lâche la balle. On force pas quand même sur le petit tir à mi-distance malgré tout. Ça tourne. Et vous avez vu, c'est ça qui est bien aussi, c'est que Bam Adebayo n'a pas forcé avec un pull-up en fadeaway contre KCP. Il y a un autre mismatch qui s'est créé. Du coup, forcément, s'il y a un switch ici, il y a l'autre pendant du switch. Et donc, Jokic est obligé de défendre sur un joueur de périmètre, Gabe Vincent, bien sûr. Et donc, quand on renvoie le ballon vers lui, sur le close-out, il se fait avoir. Gabe Vincent attaque et on se retrouve avec un corner à 3 points ouvert. Bingo. Bon, ça rentre pas, mais quand même bingo sur la qualité du tir. Et donc voilà, ça c'est quand même plaisant parce que non seulement on vient ajouter un petit écran et on vient créer un petit mismatch ou essayer de créer un mismatch et une situation plus facile, mais en plus lui ne prend pas le mauvais tir que parfois il aime bien prendre là. On fait tourner, on exploite l'autre mismatch, pardon. Et donc c'est quand même assez appréciable. Du mouvement en fait. Hein. On Oui, avait vu parce que je crois que c'est le match 2 et 3, les oui, deux matchs de Miami commencent par un tir d'Adebayo et on avait comparé le premier tir du match 2 au premier tir du match 3 qui est un peu dans la même position mais il y en a un qui est statique, celui qui est loupé du coup, et il y en a un qui est dynamique où il reçoit le ballon et l'attaque direct et je pense que c'est là où comme il est bon pour le switch en défense. Là où il est bon en attaque, c'est quand il est en mouvement, en fait. Parce que bah, il va vite, il a quand même une gestion de son corps qui est plutôt bonne. Il peut bouger bien avec et sans le ballon. Du coup, c'est plus de dynamisme qui fait du bien à toute l'attaque. tout à fait, tout à fait. Là, rien Ah. d'extraordinaire, mais juste un petit un jeu en sortie d'écran, un dribble and off avec Duncan Robinson. Donc 2 sur le ballon, bien sûr, c'est la gravité de Robinson. Et qu'est-ce qu'on fait? Un petit écran glissé et le tir en pull-up en rythme. J'avoue que celui-là me dérange quand même moins, parce qu'on est en rythme, on est dans le flow de l'action. Voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Je trouve. Je trouve. Là, pareil, hein, si on regarde le début de la possession, c'est pas juste on donne la balle au poste bas à Bam Adebayo, alors que la musique d'ascenseur s'est arrêtée. Mhm. Je la relance, c'est bon. Bref, pardon. Oui, donc je disais, c'est pas juste on balance la balle au poste bas à Adebayo pour le coup. Là, c'est vraiment. On essaie au moins de créer un mismatch. Et après, il peut attaquer ce mismatch. Bon, il est toujours pas génial pour faire un power move, pour y aller en puissance et pour punir vraiment des joueurs plus petits. Mais bon, c'est déjà un peu mieux, quoi. C'est déjà un peu mieux. Ça manque peut-être un peu de feinte tu vois, il y a une action où Jokic est au post-up et en fait, il arrive à bien attaquer Bam au post-up parce qu'il y a une demi-seconde où Bam pense que va y avoir le dribble end-off et s'apprête à switcher. Et du coup, Jokic utilise cette demi-seconde d'un petit peu de doute Oui, de Bam pour pouvoir bien attaquer au post-up. Peut-être qu'il faudrait qu'il joue un peu là-dessus aussi. J'ai le rappel d'une action, je crois que c'est au Game 1,
où Bam fait un fake end-off et va faire un énorme dunk. Je sais pas si c'est au match 2 ou au match 1. Et ça avait généré un espèce de gros couloir. Et c'est vrai que les feintes au post-up permettent de créer un petit peu d'espace pour les joueurs. Et je trouve peut-être qu'il en joue pas assez. Et c'est dommage parce que ouais, c'était peut-être sur une action delay. Je pense C'est que là. tu vois de laquelle je veux parler. Ok. Oh Exactement. là, trop Elle est fort. là. Je crois que c'est ça. Hein. Hop. C'est ça. C'est celle-là. Effectivement. Nice. Effectivement, c'était une des seules feintes de dribble and off qui avait plutôt bien marché. Ah mince. Oui, non, c'est bon, c'est bon. Je crois que j'ai juste fait pause sur mon live. On me voit toujours, hein, je suis toujours en direct, on est d'accord. Yes. Ok, Là, on est sur. Non, on est sur. Ah si, c'est bon. Bam offense, on est de retour. ok, c'est bon. Oui, celui-là aussi, pareil, un peu comme tout à l'heure. Bam remonte la balle, et en fait, on vient poser un écran avec Jimmy Butler pour créer un mismatch. Et cette fois, on navigue, et le move un peu plus en puissance pour aller jusqu'au panier et pour attaquer Christian Brown, oui. Voilà, ça c'est quand même bien, c'est des petits ajustements, c'est pas grand chose, mais c'est quand même beaucoup mieux que de l'isoler et de le laisser faire des fadeaway. Ça c'est cool quoi, ça libère des trucs assez bien. Bon, parfois il aime bien avoir son pull-up, on lui a laissé un, on lui en a donné un. Et puis un dernier pareil, en transition, l'écran de Jimmy Butler qui vient au moins essayer un peu de créer un switch ou au moins de la confusion, on attaque, et voilà. C'est quand même bien ce genre de petits ajustements parce que ça permet de faire passer de bien augmenter la qualité de tir sans faire grand chose de particulièrement impressionnant pour le coup. Mais voilà. Bah tiens, est-ce qu'on se ferait pas les post-up de Butler ou alors on se les garde pour la fin peut-être, vu que ça va être facile. On, s- on s'égare pour la fin. Moi, j'avais un truc sur le spacing en vrai. Et je sais pas si j'ai halluciné. Enfin, si j'ai halluciné, non, mais si c'est du hasard ou pas. J'ai Ouais. trouvé que Butler off-ball était mieux utilisé dans des corners en fait. Et en fait, ils le respectent un peu plus en fait, les défenseurs de Denver dans le corner. En tout cas, ils font plus attention que quand il est un petit peu dans la zone morte à 45 et qui fait pas grand-chose. Parce qu'on avait vu que off-ball, côté spacing au match 3, il posait un peu problème parce que bah, du coup, il savait pas très bien se placer et en plus, il n'était pas respecté, donc ça créait un petit peu une embouchure. Et là, j'ai deux, trois actions en tête où il est dans le corner et soit ça libère de l'espace, soit il reçoit le ballon et il prend le tir dans le corner, et ce que dans tous les cas un bon tir, même si c'est Butler. Et aussi des fois où il va utiliser ça pour cutter. Et j'ai trouvé qu'il avait été mieux utilisé off-ball aussi, Butler, pour Oui. justement cette histoire de spacing. Mais effectivement, malheureusement les résultats sont pas là et d'ailleurs ils ont pas très bien shooté. Mais Mm. effectivement, je trouve qu'on a retrouvé un peu du bon spacing. Alors, encore une fois, je mets toujours un peu les deux catégories ensemble. Le fait d'attaquer les Mhm. stunts, les stunts, c'est des positionnements défensifs de Denver. Un défenseur qui dézone, on va l'attaquer dans son dos. Et le spacing aussi. Donc allons-y, c'est un peu cette catégorie-là, avec d'abord un premier système assez intéressant, vous allez voir. La fameuse attaque du stunt. Et donc si on le détaille, et si on laisse pas juste défiler, je peux vous le remontrer. On a particulièrement en fait une coupe, en fait un mouvement de Max Strus, le shooter Max Strus, qui va venir couper et ensuite se replacer. Et on va jouer sur le timing de ce replacement, avec notamment Aaron Gordon qui se dit bon, ça va être moi qui suis de ce côté-là, je vais peut-être devoir aider sur le pick and roll. Et en fait, le pick and roll est un peu un leurre et on balance directement sur Max Strus. Et donc Aaron Gordon n'est pas du tout collé à Max Strus, n'est pas en bonne position parce qu'il y avait cette fameuse course vers le corner. Et donc on attaque, le stunt, hop, on laisse passer le close-out, on attaque, et on se retrouve avec un 3 points grand ouvert. Donc système, mine Et de rien, Strus qui continue à faire des bonnes passes, hein. exactement, ouais. On n'était pas du niveau de Magic Strauss du match 3. Mais là, voilà, c'est vraiment un système dessiné exprès pour... On fait un pick and roll dans ce sens-là pour envoyer directement vers le joueur du corner qui va attaquer le stunt. C'est un système dessiné pour attaquer le stunt. C'est fait. Et on obtient un 3 points grand ouvert qui ne rentre pas, malheureusement. Mais souvenez-vous, on avait un peu déjà vu ce genre
ce genre de système au match 1. Donc là, en l'occurrence, une fois au match 1, plusieurs fois au match 2 aussi, je crois. Voilà, on vient placer Caleb Martin dans le corner. On fait semblant de jouer un pick and roll. Et le but, c'est d'attaquer en fait ce stunt ou ce dézonage léger de Aaron Gordon. Et vous voyez qu'on a le pick and roll et en fait, il cherche pas du tout à attaquer. C'est juste, on balance directement sur Caleb Martin pour qu'il attaque le stunt. Le décalage est fait et on obtient un superbe tir. Un des superbes tirs que Max Strus n'a pas rentré dans le match 1, malheureusement. Mais voilà, donc ça, on retrouve ce même système comme ça du match 1 où on balance pour attaquer le stunt. Voilà. On le retrouve sur ce match 4 avec Max Strus. Hop, magnifique, on laisse passer le close-out et on attaque. Et ça fait un tir à 3 points ouvert. Ensuite, on avance. Là, on a un pick and roll assez classique, pick and roll Adebayo et Butler. Mais regardez, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ici, il faut surtout regarder Kevin Love, notre cher ami Kevin Love, et regardez ce que fait Kevin Love sur cette action. Regardez où il vient se positionner. Regardez d'où il part et regardez où est-ce qu'il vient se positionner. Et ça, c'est exactement le spacing dont on avait parlé la dernière fois, le spacing vivant, entre guillemets, le spacing animé, qui n'est pas juste des gens qui restent à 3 points fixes et cloués au sol. Le but ici, c'est qu'on ait un shooter qui vienne occuper l'espace où a démarré le pick and roll. C'est-à-dire que là, le pick and roll démarre. Tu fais un arrêt sur image, là. Il y a tout un espace de terrain qui est pour eux. Ok. Mais plus le pick and roll avance, plus on a Kevin Love qui vient ici remplir l'espace. Et donc, si on fait pause au moment où Butler fait sa passe, on a là un spacing parfait. Avec un dans le corner, un sur l'aile, un dans l'autre aile, et l'intérieur du terrain, beaucoup d'espace. Donc c'était les fameux exemples de spacing vivant dont on avait parlé un peu. C'est ça, et on retrouve aussi du coup Strus, Vincent et Love sur ces actions en fait, où il y a le meilleur spacing, et en fait où ils savent occuper l'espace vide, même ils s'indiquent un peu les uns entre les autres où aller, et c'est ce qu'on avait vu au match 2 du coup, et qu'on n'avait pas vu au match 3. Et là pareil, même sur la même action, Gabe Vincent qui part du corner et qui remonte, bon c'est très classique, mais ce qui permet un peu de compliquer la tâche de KCP bien sûr, puisque KCP doit aider un peu à l'intérieur, et du coup lui en remontant, il y a un petit décalage. Derrière, après son pick and roll, Adebayo coupe pour aller au poste bas. Malheureusement, il n'attaque pas direct. En tout cas, voilà, il aurait pu faire plus. On se contente d'un fadeaway. Mais voilà, c'était un exemple au moins, juste, ne serait-ce que sur, encore une fois, cette fameuse géométrie du terrain. Le pick and roll d'un côté, et le shooter, comme tu dis, qui intelligemment vient occuper l'espace. Voilà, c'est un exemple qu'on avait déjà vu. Et ça, je montre un exemple cette fois du match 3, où on ne l'avait pas vu. Un exemple avec Kyle Lowry et Bam Adebayo. Butler est là, c'est lui qui devrait un peu venir occuper l'espace derrière. Et on avait vu que c'était pas du tout le cas. On avait toujours cet espace c'est ça. congestionné. Mort. C'était pas du tout le cas sur le match 3, donc ici on parle du match 3. Et je crois que j'avais montré aussi, voilà, match 2 où c'était déjà le cas. On avait les 3 shooters côté faible. Et Max Strus qui va venir lui aussi écarter et prendre la place du pick and roll. Et quand on fait pause au moment de la passe, le spacing est parfait ici. Donc je trouve que par séquence, on a un peu retrouvé ça, qu'on n'avait peut-être pas assez vu au match 2. Je trouve qu'on a un peu retrouvé ce genre de petits mouvements intelligents qui ont pas mal aidé le spacing de Miami. Là, je sais pas si vous avez vu, mais on a la même chose. Regardez Kyle Lowry. On a le pick and roll d'un côté, les 3 qui démarrent du même, à peu près dans la même zone, les 3 shooters côté faible, le pick and roll avec beaucoup d'espace. Mais quand le pick and roll est fait, Kyle Lowry qui vient occuper l'espace, coulisser ici. Voilà. Et donc on a un L parfait qui occupe tout le terrain. Et du coup on peut renvoyer facilement dans pas mal d'espace. Caleb Martin qui attaque Michael Porter Jr. Et voilà. Et ça fait panier. Et c'est quand même un peu plus facile quand il y a de l'espace. C'est mieux occupé par Butler. Ils ont réussi à le rendre un peu plus utile off-ball pour créer de l'espace. Parce que la scène que tu montres au Game 3, elle est terrible parce qu'il y a vraiment 10 joueurs qui sont réunis sur un seul côté du terrain, tous agglutis au même endroit. Là, c'est terrifiant. On se croit en 2012. On se croirait une série entre Doc Rivers
Qui c'était en 2012 d'ailleurs? Qui était le coach des Doug, Sixers en 2012? Doug Collins, je crois. Ah ben oui, c'était encore Doug Collins, effectivement. Et oui. Ouais, là, la référence. Et pourtant Evan Turner jouait dans cette série, alors qu'il aimait pas Evan Turner. Mais bref. Non oui, effectivement, là, on voit que... Regardez où est Butler, alors qu'il n'a pas coulissé, il n'a pas créé le spacing. Regardez où est Kyle Lowry. Voilà. On n'est pas du tout sur la même occupation de l'espace. Et derrière, Caleb Martin, qui est sans doute le role player, enfin le joueur où il y a la plus grande disproportion entre la qualité de ses 1 contre 1 ou de ses finitions au panier et son statut, qui est plutôt quand même celui d'un role player. Mais il a des drives dignes d'une première option d'équipe parfois, c'est assez impressionnant, ses finitions. Ouais, c'est crossover, finition d'élite. Bref, avançons. Là, c'est encore une fois le coup de la course vers l'intérieur, depuis l'intérieur vers le corner. Cette fois, c'est Duncan Robinson, vous allez voir. Et avec aussi l'action intelligente de Butler qui refuse l'écran, en vérité, et qui du coup fait que, en refusant l'écran, Bruce Brown est un peu éliminé de l'action, en tout cas en retard, et on se retrouve avec un 1 contre 2, et Jeff Green est un peu esselé en 1 contre 2, et la course vers l'extérieur de Duncan Robinson. 3 points ouverts dans le corner. Voilà, c'est pas grand chose, mais c'est des petits mouvements intelligents pour occuper l'espace et pour créer du spacing. Et c'est toujours très appréciable et c'est en plus nécessaire. La autre action, vous avez vu que la première action a un peu manqué, en tout cas bien défendue, hein, entre la petite sortie d'écran, on va dire, une stack action, parfois on l'appelle. Mais bref, donc celle-là bien défendue, ok. Avec d'ailleurs, vous notez, il n'y a pas de Jokic sur le terrain, donc on est sur un switch all dès que Jokic n'est pas là. Ça marche, Aaron Gordon saute et switch sur Duncan Robinson. Mais donc, qu'est-ce qu'on fait? On donne à Kyle Lowry et de nouveau, le fameux positionnement dans le slot. Il faut que j'arrive à masquer ça. Hop, on le verra mieux peut-être. Voilà. Si vous voyez dans quelle position s'est mis Duncan Robinson quand le ballon est sur l'autre aile, il s'écarte le plus possible. Pourquoi? Pour rendre la vie dure à Aaron Gordon sur ce stunt du coup. Parce que du coup, plus Robinson va être loin en tant que menace à 3 points, plus l'espace à couvrir ensuite pour revenir du stunt va être long, et plus c'est vulnérable évidemment. Et donc là, la menace du shoot, la distance, Aaron Gordon se jette, et du coup on l'attaque depuis le slot. Voilà, Duncan Robinson le magnifique. Puisqu'on a dit, hein, c'est officiel. Hein, Avec... C'est officiel, on a labellisé. Et c'est cette action où je pensais à Butler dans le corner qui aide sur le spacing et qui vient cutter au bon moment du coup. Oui. Et là j'ai pensé à N5 qui doit se dire Jeff Green. Effectivement. Et rappel, hein, autre exemple de ce positionnement dans le slot, match 2, pareil. Peut-être qu'il faut que tu rebêtes le texte, parce que je sais pas si tu mets le texte pour cacher le score et pas te faire strike. Mais du coup là il n'y a plus le texte. Ah oui, t'as raison, pour t'as raison. annoncer Oui, le oui. type. Tout à fait. Ouais. Exemple du match 2, donc je disais pareil, hein, on mettait Duncan Robinson dans l'aile sur le slot, et pour mettre en difficulté le stunt sur le pick and roll, pareil, le décalage est fait, juste assez d'espace, on enchaîne, et malheureusement, la passe est mauvaise. Mais en tout cas, le jeu était développé. Donc voilà, c'était la menace du stunt, la menace de Duncan Robinson pour punir ces stunts, pour être précis, parlons précisément. Et là, c'est pareil, hein, Duncan Robinson, le magnifique, il fait pas grand-chose, ça n'a l'air de rien, mais c'est ce qui libère toute l'action, toute la valeur de Duncan Robinson, le magnifique. Donc un simple pick and roll, hein, pour le coup, Kyle Lowry qui attaque. Vous allez voir Bruce Brown, enfin en tout cas Robinson qui remonte légèrement, comme on fait d'habitude, hein, pour le shooter côté faible remonte pour éviter que l'aide soit trop facile et trop latéralement dans un espace assez réduit. Et donc on commence à remonter, donc Bruce Brown se dit je remonte avec, et derrière, en fait, Robinson se fait un backdoor carrément. Il n'y a rien de spécial sur cette action, c'est juste le cut dans le dos du défenseur de côté faible qui crée toute l'action. Peut-être vous allez trouver que j'exagère, mais on est vraiment sur le shooter qui remonte, et d'un coup, quand le ballon est arrêté, hop, le cut dans le dos, dans le corner, et là le décalage est fait. On attaque le décalage, on attaque sur le close-out, pardon. Et puis, Kyle Lowry va chercher les lancers francs à partir de ce décalage. Donc voilà, encore un petit exemple de pas grand-chose, enfin quelque chose qui n'a l'air de rien, mais qui est plutôt pas mal.
Un autre exemple aussi ici qu'on n'a pas trop vu d'ailleurs sur cette série, qui est un peu dommage. Là, on parle vraiment d'attaquer le stunt de manière littérale. J'ai mal rembobiné, voilà. Avec quelqu'un qui, en fait, Caleb Martin, qui, quand la balle est d'un côté, lui, il est de l'autre côté, mais lui, c'est pas forcément un aussi bon shooter. Donc lui, qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer avec un cut agressif dans le dos du dézonage, du stunt. Voilà, le cut dans le dos. Sauf que, évidemment, tu t'en douteras, ce genre de cut n'est possible que quand, de base, tu as de l'espace pour pouvoir cutter dedans, en fait. Ouais, ouais, oui, tellement. Mais c'est là où le mouvement, du coup, quand tu parlais de BAM, et ça rejoint aussi. En fait, tout est un peu corrélé, hein, le spacing, attaquer le stunt, attaquer de manière dynamique. Mais du coup, ça correspond bien à ce qu'ils ont essayé de faire quand même. Avec du coup Butler dans les corners pour utiliser le spacing, mais pas parce qu'il va prendre des tirs dans le corner, mais pas parce qu'il va pouvoir cutter depuis le corner. Et là, c'est pareil. C'est pas forcément une grosse menace à 3 points, Caleb Martin, mais pour contrer cette technique de défense, eh ben, tu peux faire ça. Et là, en plus, ouais, comme tu le montrais avec la souris, on a aussi Butler qui va faire une cut de l'autre côté en passant presque par le corner. Donc, tu utilises des mauvais shooters pour te créer du spacing parce qu'en fait, c'est possible. Il faut juste arriver à utiliser le dynamisme et les mouvements pour pouvoir le faire, quoi. Et puis encore une fois, la défense de Denver aime bien dicter la manière dont s'organise le pick and roll et la défense, etc. Jokic, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce que Jokic n'est pas le genre de défenseur qui va pouvoir être sur de la réactivité au panier, dans la protection du panier. Et donc là, voilà, typiquement, c'est le genre d'action où il peut rien faire. C'est pas Jaren Jackson Jr., c'est pas Evan Mobley qui pourrait faire quelque chose, c'est pas Antetokounmpo. Là, quand on attaque et qu'on arrive à créer un peu de la débandade, en français dans le texte, là, c'est pas le genre d'action que Jokic va pouvoir sauver, et c'est exactement comme ça que doit attaquer Miami, je pense. C'est créer ce chaos et créer le plus de mouvements possible pour être dans l'imprévisibilité. Parce que si tu es dans le prévisible, Jokic, en tant que défenseur de positionnement, il est absolument génial. Et d'ailleurs, on n'en a pas trop parlé pour l'instant, mais le match défensif de Jokic, beaucoup de monde en parle comme un de ses meilleurs en carrière, ou en tout cas absolument fabuleux, quoi. Oui, donc sur post-up, Butler sur post-up, pourquoi je monte cette action? Pareil, hein, comme tout à l'heure, la course de Caleb Martin qui vient attirer le défenseur et qui libère derrière lui. Un peu comme on dit tout à l'heure, la course d'un numéro 9 qui vient attirer dans le dos pour son ailier. Voilà, c'est un peu l'idée. C'est pas forcément du spacing de par le shoot en lui-même ici, c'est plutôt le mouvement. Et le cut agressif qui vient attirer avec lui le défenseur et qui libère du coup dans son dos. Parce que là, quand il fait le cut de manière très, très, très dure, on a un peu les deux défenseurs de ce côté-là qui savent pas exactement. Il y a un léger moment de flottement qui crée du coup un espace de décalage et Laurie peut attaquer un peu ce décalage et aller au panier. Donc voilà encore un autre exemple de bon spacing et de bonne organisation du terrain. Alors celui-là aussi c'est un classique de la part de Miami, même si ça n'a pas marché du feu de Dieu, mais hop, excuse-moi, un pick and roll assez classique et la course de Strus qui remonte dans la diagonale. Et le but ça va être en fait de mettre dans l'embarras son défenseur qui est censé être le low man, du coup le troisième homme, parce que donc là il y a le pick and roll, il y a les deux sur le ballon, et le défenseur côté faible du coup c'est censé être Jamal Murray, mais il y a ce dilemme de est-ce que je suis censé aider sur Bam Adebayo qui va au panier, ou est-ce que je suis censé suivre Max Strus. Bon, là le système marche pas, mais ça fait partie un peu de ces trucs qui ont été testés pour mieux organiser le terrain, et même de manière plus générale on voit que ça respire quand même pas mal sur ce système de jeu. C'est juste dommage qu'à la fin, on attaque dans l'espace et on n'ait pas le lob pour Adebayo là. Et je sais pas si c'est Adebayo ou la passe. Dommage. Parce que du coup, on perd un peu de temps à faire une passe un peu dans les mains, au sol, et le temps de monter. En fait, Bruce Brown, je crois que c'est Bruce Brown, non? Ou KCP, vient mettre la main. KCP a le temps de venir et de... Hop! Il n'y a pas faute. C'est dommage. C'est là aussi où on aimerait que... Vas-y. Ouais, non, en fait, parce que le début de l'action, il ressemble beaucoup à une action qu'il faisait, mais du coup avec Butler balle en main
Et du coup, le screen de Bam. Et là, c'était Mike Strauss qui remontait depuis le corner et qui fait la coupe que Butler vient de faire. Alors que là, du coup, ils ont ajouté un niveau de complexité en plus, où du coup, c'est Vincent qui remonte le ballon et Bam qui fait l'écran, et c'est Butler qui fait la coupe que Max Strus faisait au début, enfin dans les matchs précédents. Et là, du coup, ils ont rajouté une coupe en plus qui est celle de Strus, du coup, à ce match-là, où il part du côté opposé. Mais en fait, l'action à 3 de Vincent, Butler et Bam, ils l'ont déjà fait dans des matchs précédents. Et là, ils ont rajouté un niveau de complexité en plus avec du coup une autre coupe. Mais le set. Du côté ballon, en fait, on l'avait déjà vu avec d'autres porteurs de balles, mais on l'avait déjà vu, je crois. J'essaie de retrouver. J'essaie de retrouver. Mais tu Ouais. vois ce que je veux dire ou ok. Si, effectivement. Et j'essaie juste de retrouver parce que je crois que j'avais déjà fait un. Hop. Est-ce que là ça marche? Ça, c'est un truc que j'ai fait en 27 janvier 2022. Même système, hein. Même système, hein. Voilà, le pick and roll et la course de Max Struess. Juste pour mettre dans l'embarras le Lomen. Sauf que cette fois, ça avait marché. Voilà, donc on est sur les classiques de Spoelstra. Et là, ça avait marché. En même temps, c'était juste un match de saison régulière. Donc peut-être, je ne sais pas. Mais bref. Donc oui, il y a un classique. Hein, un classique de Spoelstra, cette fameuse coupe qui remonte. Et j'ai perdu du coup où est-ce qu'on a été. Oui, c'est juste dommage aussi qu'on n'ait pas des Bayo qui soient un peu plus une menace verticale. Là pour le coup, parce que en plus, quand un joueur comme un défenseur comme Jokic, on peut aussi le mettre dans l'embarras avec une menace verticale de lob. Mais bref. Donc voilà pour cette action. On avance sur le bon spacing et les bonnes attaques de stunt pour le coup. Le temps que je me remette un peu l'action en tête. Ah oui. Effectivement. Et là, c'est aussi intéressant parce que là, on a un Max Strus qui lâche le ballon assez tôt, qui va pas complètement faire son pick and roll ici, mais qui en fait lance Gabe Vincent parce qu'on a un léger dézonage là encore de la part de Jamal Murray qui vient boucher l'espace. Et donc, il y a cet espace qui est disponible derrière le stunt, on va dire. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on balance et on attaque directement. Non pas, là, on voit que Jamal Murray n'est pas complètement face à Gabe Vincent, bien placé. On le lance pour attaquer. Et il y a non seulement la passe qui est bien dans le bon timing, un peu tôt, on va dire, mais il y a aussi le tranchant de Gabe Vincent qui attaque dès la réception du ballon. Et ce tranchant, cette attaque incisive à la réception du ballon, fait qu'on vient punir, ça permet de punir ce trop d'espace qui est laissé. Le fait qu'on attaque directement sans se poser de questions, hop, l'attaque sur stunt. On le dit depuis le tout premier stream, ça va être un peu une des clés de la série pour développer des points, c'est attaquer ces stunts avec du dynamisme. Et donc voilà un exemple. Là aussi, un classique de Spoelstra et de Miami et de même beaucoup de monde en NBA, c'est le fameux côté faible, l'échange des deux shooters qui s'intervertissent. Vous voyez Max Strus et Kevin Love qui sont... bon là, du coup, c'est côté fort, mais c'est pas très... On s'en fiche un peu, mais bref. Les deux shooters qui s'inversent et qui donc va créer une confusion entre les deux défenseurs Jamal Murray et Michael Porter Jr. Surtout Michael Porter Jr. en fait, qui du coup, quand les deux croisent, on ne sait pas si on doit switcher ou si on croise nous aussi. Et du coup, hop, perte d'attention très légère. Et 3 points un peu dans un fauteuil pour Max Strus, qui malheureusement ne rentre pas. Mais voilà, c'est encore ce genre de petites actions où tu me corriges, hein, mais il me semble qu'on en voyait moins ce genre de petites actions au match 3 et où on avait un spacing un peu moins bon. Ouais, puis ça correspond à tout ce que tu disais sur le mouvement des shooters. Et de l'autre côté, on a aussi du coup Butler qui est bien de l'autre côté du terrain et Ouais, qui occupe au moins un joueur. Et qui évite du coup que ce soit trop simple à gérer du côté fort en fait. mm, Et donc ça rejoint bien un petit peu ce qu'on a dit en fait depuis le début du live pour comment ils ont amélioré les défauts. En fait, c'était clairement des défauts d'exécution qu'ils avaient au match 3. Ils sont pas devenus meilleurs au shoot d'un match à l'autre en fait. C'est juste de la discipline et du positionnement qui est mieux fait, tout simplement. exactement. Et je crois que Kevin Love a aussi plus joué sur ce match 4. Il me semble, un Oui. peu plus que sur le match 3. Et on sait que, voilà,
Miami est un peu short au niveau des talents et ils ont soit des joueurs offensifs, soit défensifs. Donc selon qui joue plus, c'est vrai que je crois que Caleb Martin avait un peu handicapé le spacing au match 3, mais parce qu'il apportait aussi de la défense, bien entendu. Donc oui, ça sert aussi de match 2 et match 4, on a plus de temps de jeu de Kevin Love. Oui, un système intéressant, vous voyez en sortie de temps mort. Avec quelque chose qu'on n'a pas trop vu non plus, c'est... Hop, alors que mon logiciel bug un peu. Avant de pouvoir enchaîner avec un pick and roll Adebayo, Butler, on pose un écran en fait sur Jokic, et pour essayer de créer de la confusion et pour essayer de ne pas les laisser arriver trop simplement eux-mêmes dans un fauteuil pour installer leur défense comme ils le veulent. D'ailleurs ça je pense que c'est aussi une potentielle piste d'amélioration ou une piste à exploiter pour la suite de la série, c'est peut-être faire des pick and roll en faisant l'écran sur Jokic pour le mettre dans l'embarras un peu plus. Et bon, on n'a pas trop le temps de voir, hein. Là on voit que Jokic est quand même bien pris dans l'écran, donc ça va être un peu difficile d'arriver comme on veut avec le bon timing, mais surtout Butler en profite et attaque. N'attend pas que l'écran arrive, et il attaque. Il refuse l'écran. Il drive plein centre parce que du coup il n'y a pas d'aide qui arrive, hein. On est vraiment sur un vrai 1 contre 1 puisque tout le monde est occupé dans cet écran, donc il peut y aller tout seul sans aide. Le terrain n'est pas bouché, pardon. L'espace n'est pas bouché. Et du coup, qui est-ce qu'on a de l'autre côté? Kevin Love pour mettre le tir. C'est quand même appréciable. Avec là encore ce petit démarquage. Hop. Et surtout de Gabe Vincent, si vous notez aussi. Puisque quand le pick and roll commence là, enfin quand l'action commence là, il est ici. Et plus l'action progresse, plus il va venir ici, vers le côté. Et voilà. Donc là, ça n'impacte pas, mais on voit que c'est... On voit clairement le côté, ah oui, il faut que je fasse ça, quoi. Alors qu'on dit dans le chat, Guillaume, Bam Info. On n'y est quand même pas encore, hein. On n'y est pas encore. J'aime bien Bam, mais des fois je m'arrache un peu les cheveux. Une autre action aussi qu'on n'a pas trop vue, je crois qu'on l'a vue une fois sur le match 2 ou 3, mais que j'aimerais bien voir plus. Kevin Love qui prend des dribble and off. Parce que ça libère quand même toujours des bons tirs. Et on l'a pas trop vu sur ces finales pour l'instant. L'intérêt étant que quand Kevin Love est défendu par Michael Porter Jr. ou alors par un autre intérieur, forcément quand lui vient en tant que comme un extérieur prendre un dribble and off, ça libère des espaces assez facilement, hein, juste un dribble and off. Là en plus en transition, là en plus avec Butler qui vient un peu s'interférer là-dedans. Voilà, il n'y a pas grand chose qui est fait. La petite feinte pour éliminer d'abord, et puis dans un fauteuil, le 3 points qui aurait pu faire un 3+1 d'ailleurs. Ouais. Mais ça aussi, ça peut être intéressant de multiplier. Je crois qu'il y en avait un qui avait été fait pour attaquer Jokic, notamment sur drop, match 3 ou 2 ou 3, je sais plus, bref. Donc on aimerait bien voir ça également. Et puis... Pourquoi est-ce que je montre ça? Oui, c'est pour Kevin Love. Voilà. Parce qu'il se replace et que oui, il peut aussi mettre le ballon, il peut mettre aussi le ballon par terre, quoi. Enfin, il peut dribbler, quoi. Et puis regarde là où il démarre aussi. Il démarre là, je et vois quand le pick and roll, il vient, il coulisse. Vas-y. C'est ça en fait, et puis il vient se mettre à l'endroit où il peut recevoir le ballon et attaquer en fait. Il se libère totalement. Un peu comme Duncan Robinson, tu montrais, tu vois, dans l'aile sur Bruce Brown, comment il se replace pour piéger un peu le défenseur. Là, il fait pareil sur un moins bon défenseur. Donc, il est moins rapide, mais du coup, défendu par moins bon, c'est possible. Et en plus, il peut utiliser sa taille parce qu'il est défendu par des plus petits. Donc, il y a quand même de la marge de comment ils peuvent l'utiliser, je pense, offensivement. Et vaut mieux bien l'utiliser offensivement tant qu'il se fait pas trop punir en attaque, en défense, vu que pour l'instant il l'attaque pas trop Denver, autant l'utiliser pleinement offensivement, quoi. Il vaut mieux bien l'utiliser offensivement parce que de toute façon il va être un peu gêné défensivement, donc quitte à l'avoir sur le terrain, autant que ça soit rentable le tout en l'optimisant offensivement, quoi. Mais vraiment, je pense qu'il peut apporter une certaine diversité tactique. Alors ça va pas être 40 actions sur le match, hein, 40 sur 100 possessions. Mais par-ci par-là, ça peut faire du bien, que ce soit off-ball, que ce soit parfois des dribble and off, parfois des jeux en sortie d'écran ou ce genre de choses. Alors là, l'action ne donne rien, mais on a encore une fois ce fameux cut dans le dos du stunt, dans le dos pardon, du placement. Là, on a le Bruce Brown qui est prêt à aider sur le pick and roll, prêt à stunt, et le cut très hard, très tranchant dans son dos.
Bon, malheureusement, la passe ensuite, elle glisse un peu. Mais en tout cas, Et la c'était... confusion grâce au spacing, hein. Oui, oui. Parce que du coup, il y a Love qui vient dans le corner et en fait, le temps que Brown et Gordon se décident sur qui défend le corner, là, ils sont pas en train de regarder le ballon, les deux. Et en fait, le temps qui. Enfin voilà quoi. D'où l'intérêt de Kevin Love et du spacing, c'est parce qu'en plus, tu peux créer ces demi-secondes d'inattention pour pouvoir attaquer l'espace vide. Exactement. Exactement. Il nous reste quelques-unes à voir. Après, on aura fini avec le bon spacing de Miami. On va peut-être pouvoir même se coucher avant minuit ou 1h du matin. On ne sait pas. Un système en delay, un système en 5 out, hein, on va dire. Donc le pivot au milieu et de chaque côté, 2 petites actions autour de la ligne à 3 points, 5 out. Et là, c'est un système qu'on a déjà vu d'ailleurs. Je sais pas si ça te parle. On a déjà vu ce système où on a un shooter qui vient poser un écran pour un cut de Jimmy Butler. Et forcément, il y a de la confusion sur l'écran. Et forcément, comme c'est une action en 5 out, il n'y a personne proche du panier. Facile. On avait déjà vu ça sur le match 1. Ouais, exactement. Avec Max Strus qui pose l'écran pour Butler. Voilà. Et ça, encore une fois... Presque croire qu'on prépare à l'avance les lives qu'au final. Ou alors on a une bonne mémoire. Ou peut-être les deux. Là, un simple cas de... Là encore, je trouve que c'est intéressant parce que c'est lâcher le ballon assez tôt et attaquer le stunt ou le dézonage dès qu'il est là, en fait. Là, on a Jamal Murray qui légèrement abandonne Caleb Martin. Et là, on se pose pas de questions, on renverse. Et pareil, hein, Caleb Martin ne se pose pas de questions. Et comme on dit, il entre dans son shoot sans se poser de questions. Le catch and shoot. Et ça rentre. Et ça, c'est quand même plutôt bien, quoi. Parce qu'il n'y a pas hésitation, il n'y a pas tergiversation. On renverse. Et c'est quand même relativement ouvert, hein, parce que... Enfin, c'est même ouvert, hein. Je trouve que le tir est ouvert. Donc c'est quand même un bon tir à prendre. Ça a l'air d'un tir précipité où il n'y a pas grand-chose qui se passe, mais finalement, le tir en lui-même est intrinsèquement de bonne qualité. Donc autant le prendre, en fait. Autant le prendre. Et puis encore une action en delay, une action en 5 out, où on a 4 joueurs dans le périmètre et Bam Adebayo en tête de raquette ou en plein centre du terrain. Bah, pourquoi je le mets dans spacing? Parce que forcément, ça donne beaucoup d'espace, plein centre, pour Adebayo pour attaquer. Et là, en plus, il attaque pour de vrai, il va au panier, il obtient des lancers. Avec la petite feinte. La petite feinte pour commencer d'ailleurs. Comme on avait dit que c'était bien, peut-être vu qu'il peut pas faire de power move, de feinter pour gagner un peu d'espace. Voilà. Effectivement. Et donc voilà.